l'archipel. À l'ONU, les négociations piétinent. Le financement du budget de l'État, l'ajustement de la TVA, demain en Conseil des ministres. Un droit fondamental, la contraception, relance de la campagne du ministère des droits de la femme. Football, coup d'envoi en ce moment même au Parc des Princes du match Saint-Étienne-Bastia en demi-finale de Coupe de France. Madame, Monsieur, bonsoir. La poursuite des négociations diplomatiques ne ferme la porte à aucune option militaire. Cette déclaration de Madame Thatcher tout à l'heure au Parlement britannique, on peut la vérifier dans les faits tout au long de cette interminable crise des Malouines. Tandis que les négociations se poursuivent sans grand progrès à New York, où le secrétaire général des Nations Unies continue ses pourparlers avec les deux parties, un bateau britannique ce matin a tiré sur un bateau argentin dans le détroit qui sépare les deux principales îles des Malouines. Les troupes argentines vivent dans la psychose d'un débarquement britannique. Jean-Marc Ilouz. Hermès, le nom d'un croiseur britannique sur une ceinture de sauvetage, ceinture abandonnée sur ce canot pneumatique, lui-même retrouvé vide par la marine argentine, et cela à quelques encablures à peine des côtes malouines. Alors ces indices signifient-ils que les commandos de sabotage britanniques ont déjà débarqué dans l'île? S'agit-il d'une mise en scène des services spéciaux de Sa Majesté, guerre psychologique oblige? Enfin, comment oublier que le mois dernier, c'est d'abord un débarquement clandestin qui a permis aux Britanniques de reprendre l'île de Géorgie du Sud. Voilà les questions que se posaient hier les téléspectateurs argentins en découvrant ces images, alors même que les rumeurs d'une invasion britannique des Malouines se font plus persistantes. L'Argentine multiplie donc patrouilles maritimes et missions de surveillance aérienne, en sachant que même ses 10 000 soldats ne sauront lui permettre de contrôler jour et nuit 3 000 kilomètres de côte. Cet incident, qui prouve à quel point l'étau britannique s'est donc resserré autour de l'archipel, intervient au moment où, de son côté, l'Argentine étend sa propre zone d'exclusion militaire. Ce qui veut dire en fait que d'un côté comme de l'autre, le moindre mouvement des forces navales et aériennes peut justifier l'affrontement. Le gouvernement britannique s'est réuni en session extraordinaire ce matin pour étudier les derniers développements de la crise. De Londres, Philippe Châtenay. Je reprends. 5, 4, 3. Pour le gouvernement britannique, les négociations menées à l'ONU sont entrées aujourd'hui dans une phase cruciale, car on aborde maintenant les problèmes fondamentaux. Londres se refuse à tout optimisme ou pessimisme. On se borne à souligner ici qu'il reste un long chemin à parcourir. Margaret Thatcher, en tout cas, reste très ferme sur deux principes: retrait des troupes argentines de l'archipel et aucune reconnaissance préalable d'une souveraineté argentine. Elle a d'ailleurs souligné aux communes tout à l'heure que la poursuite de ces négociations ne fermait la porte à aucune option militaire. Du coup, on s'attend ici à Londres à ce que la pression de l'escadre britannique sur la garnison argentine se renforce. Le ministère de la Défense a confirmé ce matin qu'une frégate de la Royal Navy avait ouvert le feu sur un navire argentin. Il faut préciser que cet incident a eu lieu dans le détroit entre les deux îles principales de l'archipel, ce qui vous montre à quel point l'étau britannique s'est resserré sur les Falklands. Les journalistes britanniques et surtout la BBC donnent une belle leçon de fermeté journalistique. Le gouvernement les accuse en effet de trop d'impartialité dans leur façon de couvrir la crise. La BBC n'a pas de leçon de patriotisme à recevoir du gouvernement, a déclaré le directeur de la radio-télévision britannique. Son rôle n'est pas de soutenir le moral des troupes ni de rassembler les Britanniques autour du drapeau, mais de fournir des informations factuelles et dignes de foi, a-t-il ajouté. Évidemment, en Argentine, la junte militaire ne connaît pas ce genre d'embarras propre aux démocraties. La censure continue de filtrer les informations sur ce qui se passe. À Buenos Aires, on insiste ce soir sur la volonté de négocier. Claude Gagnère. Avant la diffusion de ce journal, nous n'avons pu être en direct aujourd'hui. Les télévisions du monde entier s'arrachent les studios et les satellites, et moi-même n'étais pas prêt pour cette communication. À 19h donc, le gouvernement argentin n'avait toujours pas reconnu qu'un de ses navires de guerre avait été attaqué par la flotte britannique, ni même d'ailleurs qu'il y ait une quelconque activité militaire en ce moment sur les Malouines. On a parlé de quelques bombardements sans importance, et nous sommes confondus, car par d'autres sources, nous pensons qu'au contraire, on se bat en ce moment
sur les Malouines, et même durement. Alors que signifie ce silence? Les Argentins, eux, insistent sur les négociations en cours qui devraient porter leurs fruits très bientôt. Elles seraient même à ce point, disent-ils, avancées, que si les Britanniques, dans les heures qui viennent, se décidaient à attaquer, ils auraient contre eux l'opinion publique mondiale et passeraient pour des fauteurs de guerre ou de paix. Je dois dire que depuis 48 heures, nous étions étonnés que par ces soi-disant bombardements légers qu'opéraient les Britanniques et qui n'avaient pour autre résultat que celui d'aguerrir les soldats argentins. Il semble donc qu'il en soit autrement. L'Argentine a essayé de négocier alors qu'elle était encore sur le plan militaire en bonne position. L'est-elle encore en ce moment? Nous le saurons plus tard. Toujours est-il que les Argentins ignorent les combats. On ne parle ici que de négociations et l'on dit qu'on est optimiste. Un prisonnier argentin, même s'il s'agit d'un tortionnaire, a droit au traitement prévu par les conventions de Genève. Londres vient de le répéter à la Suède, qui souhaitait interroger le capitaine Astiz, soupçonné d'avoir fait disparaître en Argentine une jeune Suédoise et 2 religieuses françaises. Mais la Croix-Rouge internationale, qui a la charge des prisonniers de guerre, se déclare incompétente. Même en guerre, la conscience britannique s'émeut du sort des animaux. Le prince Philippe a exprimé aujourd'hui son inquiétude quant au sort des baleines qui auraient été victimes des affrontements anglo-argentins. Le fait du jour dans les rapports Est-Ouest, c'est un message du président Brejnev aux cellules du Parti communiste dans l'armée soviétique. La tâche majeure du Parti communiste et du gouvernement de l'URSS, dit-il, consiste actuellement à renforcer par tous les moyens la défense du pays. En écho aux propositions du président Reagan de réduire l'armement nucléaire des 2 grands, propositions qui étaient déjà officieusement refusées hier, la réponse de Moscou, à ses propres troupes en tout cas, prouve bien la priorité de l'armement, quel qu'en soit le coût économique. De Moscou, Patrick Menet. Priorité à l'armée, c'est presque un mot d'ordre que Léonid Brejnev a lancé cet après-midi au Kremlin. Il a énoncé l'objectif numéro 1 de l'URSS, renforcer par tous les moyens notre potentiel de défense. Plus qu'une réponse aux récentes propositions de Ronald Reagan, cet appel est une mise en garde. Selon M. Brejnev, en effet, ce choix a été imposé à Moscou par l'Occident. Pas question de se croiser les bras devant le réarmement américain, dit-on au Kremlin. Quelques minutes avant ces propos de Léonid Brejnev, son ministre de la Défense, le maréchal Oustinov, avait prononcé un discours musclé. Il serait impardonnable, a-t-il dit, de sous-estimer les dangers que représentent les forces impérialistes. Le monde glisse vers le seuil dangereux de la guerre. De ces mises en garde, on retire une impression ici, les militaires occupent de plus en plus le devant de la scène politique à Moscou. Washington continue pourtant de manifester sa volonté de poursuivre les négociations sur les armements stratégiques. Le secrétaire d'État Alexandre Haig propose que ces négociations commencent le mois prochain à Genève, tout en exhortant le Congrès et le peuple américain à soutenir les propositions du président Reagan. L'agence TASS accuse les États-Unis d'attiser le problème polonais. À Varsovie, des correspondants de la presse occidentale ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères. Un journal polonais les accuse déjà d'activités contraires à leur statut, et cela au lendemain de la demande de rappel de 2 diplomates américains qui, selon les autorités polonaises, auraient cherché à se procurer des documents qui ne les regardaient pas. À Varsovie, la milice a fait cet après-midi une importante démonstration de force, alors que Solidarité a lancé un mot d'ordre de grève pour jeudi. Le président Mitterrand a été très aimable, j'ai une grande admiration pour lui. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président américain Jimmy Carter, reçu cet après-midi à l'Élysée par le chef de l'État. Leurs entretiens ont porté sur les rapports Est-Ouest et surtout sur le Proche-Orient. L'ancien président américain poursuit à Paris une tournée européenne de conférences. Un autre visiteur américain à l'Élysée, l'envoyé personnel du président Reagan pour la préparation du sommet de Versailles. Au même moment, les ministres des pays membres de l'OCDE concluaient sur un constat de désaccord, leur tour d'horizon de leurs politiques économiques face à la crise internationale. Désaccord aussi à Bruxelles, où les ministres de l'agriculture des 10 doivent convenir définitivement des prix agricoles européens. La Grande-Bretagne isolée continue de s'opposer à leur augmentation tant que le problème de la contribution britannique au budget communautaire n'aura pas été réglé à sa convenance. Les ministres ont interrompu leurs travaux jusqu'à lundi.
Demain, mercredi, Conseil des ministres à l'Élysée. À l'ordre du jour, entre autres, le projet de loi de finances rectificative pour 82, autrement dit, le collectif budgétaire qui doit faire face, sans alourdir le déficit, aux nouvelles dépenses engagées par le gouvernement. 5 milliards de francs, c'est le montant de l'allègement de la taxe professionnelle promise aux entreprises pour relancer l'investissement et l'emploi, à côté des subventions versées aux firmes déficitaires du secteur nationalisé. Christian Marimono. Pas de financement communal sans taxe professionnelle, mais pas de création d'emplois si la taxe professionnelle est trop élevée. Voilà l'enjeu. Cette taxe est un impôt locatif que versent les entreprises aux communes. Elles en ont besoin pour financer les activités sociales, culturelles et les aménagements de la cité. Elle a rapporté l'année dernière aux collectivités 45 milliards de francs. Les chefs d'entreprise estiment que la taxe augmente plus vite que les prix et qu'elle varie souvent d'une région à l'autre. Ici, cette entreprise de sous-traitance travaille avec des sociétés d'aviation et d'armement. Elle fonctionne avec des machines sophistiquées. On procède en effet à l'enlèvement du métal par électrolyse. Le chef d'entreprise est imposé sur ses moyens de production, donc les machines. Le calcul est fait sur la valeur locative de l'usine et par rapport au salaire versé. Son montant représente 15% de la main-d'œuvre productive et elle a augmenté de 136% l'année dernière. Une charge trop lourde, estime le patron. L'allègement décidé par le gouvernement est donc bien accueilli par la responsable de cette PMI et elle est prête à jouer le jeu. Moi, je peux vous garantir que si je bénéficie de l'allègement, automatiquement, nous allons investir et nous embaucherons, même si nous investissons du matériel moderne. Puisque systématiquement, même pour du matériel à commande numérique, comme on peut le dire, nous embaucherons en même temps du personnel, à chaque fois. Alors les patrons sont toujours hostiles à cette taxe professionnelle, pourtant c'est un impôt qui fait vivre les communes, alors pour quelle raison? Il vous paraît trop élevé? Oui, dès l'instant qu'un impôt nous empêche d'investir, moi je ne l'admets pas, dans sa généralité. Payer les impôts, ok, mais dans une certaine mesure et dans une certaine limite, si vous voulez. Et dès l'instant que ça grèvera mon entreprise, je suis contre. Parce que faire des bénéfices continuellement tous les ans, modérément, c'est bien pour tout le monde. Mais dès l'instant qu'on me grève avec une taxe professionnelle et que je termine un exercice déficitaire à cause de la taxe professionnelle, ça je n'admettrai pas. Voilà le nœud du problème, car la taxe représente 60% de l'impôt sur les sociétés. Certes, ils ont obtenu une remise de 5 milliards en 82 et 6 milliards pour 83. Mais cette réduction n'est pas suffisante selon les chefs d'entreprise, car elle pénalise encore l'investissement, donc l'emploi. Les 5 milliards correspondant donc à la réduction de la taxe professionnelle et les 3 milliards promis au secteur nationalisé vont être financés dans le collectif qui sera examiné demain par le gouvernement, par des économies et surtout par un ajustement des taux de la TVA, Philippe Sassier. Effectivement. Alors comment l'État peut-il distribuer plus d'argent sans augmenter ses dépenses? Eh bien, Christine, tel est l'exercice périlleux proposé par ce collectif budgétaire qui va effectivement modifier un certain nombre des dispositions fiscales. Il s'agit pour le gouvernement de supprimer la taxe d'habitation actuellement payée par les locataires HLM et par les personnes âgées qui ne payent pas d'impôts, d'alléger également, on vient d'en parler, cette taxe professionnelle acquittée par les entreprises, enfin de financer les entreprises du secteur nationalisé. Bref, il s'agit de favoriser l'emploi, l'investissement, l'activité industrielle par des allègements fiscaux ou bien par des aides directes, alors que jusqu'à présent, on avait surtout favorisé la consommation des ménages pour la relance. Pour financer ces dépenses, sans accroître le déficit budgétaire, toujours officiellement prévu de 95 milliards et demi pour 1982, l'État va d'abord faire appel aux banques qui vont payer plus d'impôts sur leurs bénéfices, demander des dividendes aux entreprises nationalisées qui gagnent de l'argent, il y en a, couper dans certaines dépenses budgétaires et faire en contrepartie appel davantage à des circuits bancaires ou bien aux épargnants. Et enfin, il va demander un effort aux consommateurs et c'est cette fameuse modification de la TVA. C'est dans les aspects plus neufs. Voyez-vous, Christine, eh bien pour les produits industriels courants et les services, c'est-à-dire vraiment le plus grand produit que les gens achètent, que les Français achètent, eh bien le taux va passer de 17,6% à 18,6%, ce qui fait environ 13 milliards de plus qui vont tomber dans la poche de l'État. Donc il augmente. Il augmente, ça devrait augmenter, on en parlait tout à l'heure, à partir du 1er juillet. En contrepartie, puisque cet effort en fait économique, eh bien n'oublie pas la solidarité, le taux sur les produits d'alimentation, également les livres et la pharmacie, qui est actuellement de 7%, passerait à 5,4%.
5%. Ce sont encore pour l'instant des hypothèses. Vous savez que les conseils des ministres actuellement peuvent parfaitement remettre en cause certaines des dispositions. Cela va être étudié, mais en tout cas, ce sont des hypothèses qui semblent tout à fait plausibles pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il faut d'abord noter que ni l'automobile, ni les produits en général de luxe qui sont taxés à 33% ne sont concernés par ces mesures. L'un dans l'autre, la hausse d'un côté, la baisse de l'autre va rapporter à l'État quelques 3 milliards de francs. L'un dans l'autre également, l'État va dépenser 9 milliards de plus et empocher de l'autre main 9 milliards de plus également. Alors, cette modification de TVA pose un certain nombre de problèmes. D'abord, comment est-ce que l'État pourra bien vérifier que la baisse est effective sur les produits pour lesquels il y a un allègement et qu'il n'y a pas un trop fort dérapage? Là où il y aura des hausses, c'est un véritable problème. Deuxièmement, comment éviter que cela se traduise par une flambée de l'indice des prix? Et là, le gouvernement va essayer d'étaler certaines hausses. Bref, le ministère des Finances étudie actuellement un moyen de surveillance qui respecte à la fois la liberté de prix et de marge chez les commerçants. En dehors de cet aspect fiscal, Christine, eh bien, cette modification de TVA va être un véritable test entre le gouvernement et les commerçants, petits et grands. Le collectif budgétaire donc à l'ordre du jour du Conseil des ministres de demain. Le Parti communiste au champ, quelques 250 dirigeants, à commencer par le comité central, sont réunis pour 3 jours en séminaire à Sacla, dans l'Essonne. Pierre Juquin, membre du comité central, vient d'annoncer qu'aux prochaines élections municipales, le Parti communiste était prêt à faire liste unique avec les socialistes. Au moment où se discute un changement du mode de scrutin, cette proposition ne devrait pas prendre le Parti socialiste au dépourvu. Lionel Jospin, au Club de la Presse d'Europe 1, avait déjà évoqué la possibilité d'une liste unique de la gauche. Le conflit des usines Citroën, manifestation de la CGT ce matin devant l'usine de Levallois-Perret. À la demande de la CFDT, la direction a décidé de recevoir successivement les syndicats de l'usine d'Aulnay, y compris la CSL. Le conflit pourrait peut-être ainsi être débloqué. La contraception est un droit, chacun doit pouvoir s'informer et choisir en connaissance de cause. Yvette Roudy, le ministre des Droits de la Femme, a ainsi réaffirmé aujourd'hui la volonté du gouvernement de poursuivre la campagne nationale d'information sur la contraception. Après une première vague d'annonces que vous avez pu voir à la télévision, ce sont maintenant des messages chantés qui seront diffusés dès demain sur certaines radios pour continuer à sensibiliser l'opinion sur un problème et sur des droits encore mal perçus. En 82, 13 ans après la légalisation de la contraception et 8 ans après son remboursement par la sécurité sociale, à peine un tiers des femmes utilisent un moyen contraceptif, a rappelé Mme Roudy. Le pourcentage est encore plus faible chez les adolescentes. Si 70% de jeunes de moins de 18 ans ont déjà eu des relations sexuelles, 15% seulement connaissent les contraceptifs, affirme la revue Parents sur la base d'un sondage de l'IFOP. La nouvelle campagne pour la contraception va donc viser entre autres les lycées et les collèges, même si beaucoup organisent déjà des cours sur la question. L'enquête de Sylvie Marion et Robert Rosier à Maison-Alfort. Ils ont 16 ou 17 ans, issus de familles d'ouvriers ou d'employés. Ils sont élèves du lycée d'enseignement professionnel de Maison-Alfort. Ils ont suivi quelques cours sur la contraception. Ils souhaitent en savoir davantage. On a parlé de certains moyens, mais simplement survolé, quoi. Par exemple, quel est le moyen que vous ne connaissiez pas et que vous avez appris là en classe? Certains moyens pour les femmes. Mais enfin, on les a survolés, on n'a pas... Par exemple? Je pense au stérilet. Vous n'aviez jamais entendu parler du stérilet? Pouvez-vous me dire comment l'information sur la sexualité circulait avant ces cours? Très mal, on n'en parlait pas du tout. Ouais. Entre garçons, vous n'en parliez pas? Non. Ça circule très mal, on ne peut pas en parler beaucoup parce que ça dérive à d'autres choses qui ne sont pas belles à entendre. Dans les écoles par exemple, des filles qui ne connaissaient pas ces trucs-là se sont retrouvées soit enceintes, soit avec des gros problèmes de famille. Mais elles gâchent toute leur vie. Ça gâche toute leur vie, quoi. Elles gâchent toute leur vie. Je vais peut-être donner un élément important qui a été dit dans la classe de Sandris. C'est une fille qui s'est retrouvée enceinte en 3e, qui n'avait pas eu d'éléments d'information sexuelle, qui s'est retrouvée enceinte et qui n'a même pas pu dire ni à ses parents ni à ses enseignants qu'elle était enceinte. Quelle a été la réaction de vos parents lorsqu'ils ont su que vous aviez des cours sur la contraception au lycée? Disons que je leur en aurais pas parlé. Hein. Geneviève Marc, est-ce que ces jeunes-là sont représentatifs des jeunes en général, plus ou moins bien informés sur la contraception? C'est effectivement des jeunes qui ont réellement besoin d'une information, vont l'utiliser très vite finalement dans leur vie
qui sera rapidement, enfin on l'espère du moins, active. C'est vrai que souvent ils sont bloqués, ils ont du mal à parler d'eux-mêmes, parler de leur vécu. Et il me semble très important d'aborder ce thème donc de la contraception, de les mettre en confiance, de pouvoir discuter avec eux et aussi de leur apporter des informations très précises et surtout de peut-être encore plus de gommer toutes les choses fausses qu'ils ont pu entendre dans la famille ou dans la rue, parce que souvent l'éducation sexuelle s'est faite pratiquement et théoriquement, je dirais, dans la rue. Le Portugal s'apprête à accueillir le pape qui va y passer 4 jours. Le grand moment de la visite pontificale dans ce pays très largement catholique sera le pèlerinage à Fatima que vous pourrez voir en direct demain soir dans notre journal de 23h15. À la veille de cette effervescence religieuse et populaire, la grève générale déclenchée aujourd'hui par la Confédération Générale des Travailleurs, proche du Parti communiste portugais, aurait fait 1 mort à Lisbonne. Une bagarre a éclaté ce matin entre grévistes et non-grévistes dans un dépôt d'autobus. 3 personnes en tout cas ont été blessées. Cette visite du pape attire l'attention sur un pays dont on parle peu et dont la situation politique a pourtant profondément changé depuis la révolution des œillets de 1974. Le dossier, Patricia Coste et Gilles Doblard. Cela se passait il y a 15 jours, le 25 avril dernier, 8e anniversaire de la révolution portugaise. L'homme qui danse avec sa petite fille sur l'épaule, c'est l'un des 3 capitaines qui ont fait le coup d'État contre la dictature. Il s'appelle Vasco Lourenço. Aujourd'hui, il est toujours au gouvernement, chargé avec 18 autres militaires de veiller à l'application de la Constitution socialiste. Car tel est le nom encore de la Constitution portugaise, même si son gouvernement est maintenant à droite. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'il reste de la révolution? Bon, je pense qu'il reste surtout la démocratie. Je dirais qu'au intérieur de l'armée, il y a beaucoup de militaires qui pensent que le 25 avril est nécessaire de le défendre et qui sont décidés à le défendre. Le Conseil de la Révolution, auquel appartient Vasco Lourenço, doit très bientôt disparaître. C'était prévu, les civils doivent remplacer les militaires. Ces derniers l'acceptent, le pays est entré en maturation politique avec les recyclages que cela implique et le manque de grands leaders. Si un avocat peut être ministre, peut être président de la République, peut faire la politique, pourquoi un militaire ne le peut pas faire? Pour moi, je pense qu'à ce moment, j'ai plus pratique sur la politique que la majorité des personnes au Portugal. Je dirais même que je pense que je suis un des hommes au Portugal qui a beaucoup de pratique. Dans 1 mois, Vasco va partir, lui et ses amis. Il aura contribué jusqu'au dernier moment à maintenir les grands acquis de la Révolution, dont la marque est encore sur tous les murs. Reste intouché tout le secteur nationalisé, soit toutes les banques, les compagnies d'assurance, les industries lourdes, et bien, qu'a dit la réforme agraire. Que reste-t-il du 25 avril, à votre avis? Pratiquement rien, nous sommes revenus au 24 avril. Et pourquoi? Parce que tout fait marche arrière, c'est ce que l'on peut constater aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Tant de choses. Citez-moi quelques-unes. Il vaut mieux oublier déjà. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vous avez perdu? Ce qu'on a perdu, par exemple, mon emploi. Et comme moi, il y en a eu des milliers d'autres au Portugal. Vous êtes triste, déçu? Même quand je suis fauché, je ne suis ni triste, ni déçu. C'est la vie. Ce chômeur était typographe au journal Républicain, un journal que se disputèrent après la révolution socialiste et communiste. Lui, il est aujourd'hui serveur dans un restaurant pour pouvoir se payer ses repas. Il y a 9% de chômeurs au Portugal, la hausse des prix est de 20%, le pays est extrêmement endetté et il cherche encore de l'argent. L'argent, là, veut s'installer à la place de ce théâtre. Une banque nationalisée, Ironie, veut prendre les locaux de cette compagnie issue du 25 avril.
Le spectacle actuel est à la gloire du siècle d'or du Portugal, celui de Vasco de Gama et ses commerçants qui colonisèrent les côtes du monde, de l'Inde au Brésil. On essaie de trouver, en fin de compte, la nation que l'on a eue et que l'on a été. Et est-ce que nous sommes encore un pays ou non? Et qu'est-ce qu'il faut devenir? Et qu'est-ce qu'il faut être à l'avenir comme pays? Pour moi, je suis de la tendance qui est le Portugal est extrêmement lié à l'Afrique et à l'Amérique latine, principalement au Brésil. Tout cela pour des centaines de siècles de rapports qui ont été établis et par toute une sensibilité que je trouve que les Portugais ont très liée, disons, à toutes ces populations. Évidemment, nous avons des liaisons avec l'Europe, nous sommes placés géographiquement en Europe, mais je crois que nous avons un avenir très tiers-mondiste. Tournés vers l'Europe ces derniers temps, les Portugais aujourd'hui s'interrogent. Les goélettes de Vasco de Gama étaient amarrées à ces colonnes devant la grande place de Lisbonne, sous le vent atlantique. On a toujours dit de ce peuple qu'il était rêveur et poète, mais aussi travailleur. Un Français est mort au Liban, le commandant Dogno, l'officier français qui avait été grièvement blessé en voiture le 26 avril dernier, est décédé cet après-midi à Beyrouth des suites de ses blessures. Nouveaux incidents à Romans, dans la Drôme. 2 voitures ont été incendiées la nuit dernière par des cocktails Molotov. Depuis le début du mois, plusieurs attentats, dont un contre la mosquée, ont eu lieu à Romans. Place au football maintenant avec une soirée importante et d'abord en tête d'affiche les 2 demi-finales de la Coupe de France. À Rennes, le Paris Saint-Germain joue contre Tours. Au Parc des Princes à Paris, Saint-Étienne est en train d'affronter Bastia, le tenant du titre. On en est maintenant à plus de 20 minutes de jeu. Le point, Henri Bodiguel. Bien toujours 0-0, entre Saint-Étienne qui joue à droite et puis Bastia. Et pourtant, c'est en quelque sorte une revanche de l'an dernier que nous assistons ce soir au Parc des Princes entre Saint-Étienne, déjà finaliste il y a un an, et Bastia, le tenant du titre. La rencontre de ce soir est d'autant plus importante pour Saint-Étienne que les Stéphanois viennent d'être battus par Monaco pour le titre de champion de France. Il s'agit donc pour les Verts d'une double revanche, puisqu'il s'agit pour eux de la dernière chance qu'ils auront cette année de décrocher un titre. Pour l'équipe de Bastia, l'objectif est, si l'on peut dire, plus facile à cerner. Il s'agit pour les Bastiais de sauver une saison plutôt terme finalement en championnat. Et on sait que les Bastiais, d'autant qu'ils ont retrouvé leur numéro 9, Milla, qui était suspendu depuis 3 mois, les Bastiais sont toujours capables d'un coup d'éclat. Pour l'instant en tout cas, les 2 équipes sont à égalité 0 partout. Le match est équilibré, encore que Bastia ait eu plus souvent le ballon que les Verts et ce soit, tout au début en tous les cas, trouvé plus souvent en position de tir. Et pour l'instant donc, je vous rappelle le score 0 partout au Parc des Princes entre Saint-Étienne et Bastia pour cette demi-finale de la Coupe de France. 2 autres matchs importants ce soir. Le premier entre Rouen et Toulouse pour le titre honorifique de champion de 2e division. Le second entre Mulhouse et Thonon. Il s'agit du match aller qui doit désigner le prochain adversaire de Valenciennes pour l'accès en première division. Les résultats et les images dans notre prochain journal à 23h15. Le temps maintenant. Alain Gillot-Pétré, vous êtes absous. Il a fait beau sur Paris aujourd'hui, comme vous l'aviez dit. Merci de me donner acte. Eh bien, demain, vous verrez que nous vérifierons peut-être, et même sûrement, ce vieux proverbe qui, hélas, n'est pas toujours vérifié. En mai, fais ce qu'il te plaît. On pouvait le faire aujourd'hui, avec les extrêmes relevés par la météo nationale à 15h. Il faisait 14 degrés à Cherbourg, c'était le minimum. Le maximum, c'était 28 degrés à Dax, 2 fois 14. Mais oui, au sud-ouest, il a fait un temps magnifique aujourd'hui. Demain, c'est très simple. Sur l'ouest du pays, de la baie du Mont-Saint-Michel aux Pyrénées, en passant par le Limousin, les Pays de la Loire et la Bretagne, le ciel sera assez nuageux, avec des orages et quelques ondées et quelques éclaircies aussi à cause d'une tempête qui tourne sur l'Atlantique, tandis que sur le reste de la France, un anticyclone s'est installé et donne des vents de sud, donc chaud, mais surtout du soleil sur tout le pays. Les températures pour demain sont à l'avenant, j'ai plaisir à vous les donner. De 17 degrés le minimum à Lille, Cherbourg et Brest, 20 à 22 degrés maximum sur la Méditerranée, mais il s'agit de températures sous abri, donc localement il fera nettement plus chaud. Peut-être est-ce une des dernières fois que je vous montre la carte pour les économies d'énergie qui est extrêmement simple. Vous pouvez éteindre votre chauffage partout, à l'exception simplement du Jura. Voilà. Demain, mercredi 12 mai, 4 minutes de soleil supplémentaire, levé 6h15, couché 21h20, et c'est la fête, mais c'est mon Dieu, la fête de Saint-Achille, sur un orchidée magnifique, une orchidée.
À 23h15, Hervé Claude vous présentera notre dernier journal. Demain, Antenne de Midi sera à Marseille, à la Foire Exposition, pour traiter des énergies nouvelles pour le tiers-monde. Le titre essentiel ce soir, je vous le rappelle, c'est toujours les Malouines. Nouvel accrochage naval ce matin, au cœur même de l'archipel. La marine britannique occuperait ce soir le détroit entre les deux îles principales des Malouines. Aucun progrès sur le plan diplomatique. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée.